Donc bonsoir à tous et merci en particulier à tous ceux de Cargèse et des environs qui nous rejoignent ce soir pour discuter d'un sujet donc assez sérieux. Les chats sont-ils liquides? Et je suis tout particulièrement, enfin j'ai l'honneur de pouvoir vous parler de cette question ici à Cargèse et c'est important pour moi parce que c'est pas loin de Evisa et c'est là où est le bastion de mon côté corse, les Secaldi. Donc s'il y a des Secaldi dans la salle, venez me voir après et on verra la distance qui nous sépare. Euh, donc les chats sont-ils liquides? C'est ça la question que j'aimerais qu'on se pose. En fait, je veux vous montrer qu'elle est que d'apparence absurde et j'aimerais voir avec vous en fait que derrière cette question, en fait moi cette question elle m'a aidé parce que je l'ai vue sur internet il y a une dizaine d'années et puis j'ai commencé à y réfléchir, donc c'était a priori une question plutôt idiote, mais elle m'a permis de mieux comprendre l'importance qu'a le temps, donc comme il a été déjà dit dans l'introduction, comme l'importance qu'a le temps dans la détermination de l'état d'un matériau, donc pour savoir si ce matériau est liquide ou solide. Et en fait, cette question, on va étudier ses ramifications, voir un peu comment on peut remonter dans le temps pour essayer de comprendre d'où elle vient. Et c'est une question qui est étudiée des scientifiques depuis longtemps, et puis aussi des artistes. Donc en particulier, j'ai choisi cette image comme première image de cette présentation. Elle vient d'une artiste qui s'appelle Svetlana Petrova, et son chat qui s'appelle Zarathustra. Et vous avez peut-être reconnu une parodie d'un tableau assez connu de Dali qui s'appelle La persistance de la mémoire. Donc en fait, l'idée c'est d'utiliser cette question, les chats sont-ils liquides, pour mieux comprendre ce qu'est un liquide et de manière générale ce que sont les états de la matière et donc solide, liquide, gaz et toutes les autres catégories qu'on jugerait nécessaire d'introduire. Donc je pense que c'est utile dans ce contexte et de manière générale attendez, parce que voilà, c'est utile de trouver des objets, donc ici c'est le chat, l'objet, qui sont à la frontière des catégories classiques, parce qu'en fait, elles permettent de questionner les mots courants comme solide, liquide, gaz. Et voilà, donc on voit des chats qui rentrent dans des bouteilles. C'est ça le point de départ de toute cette étude. C'est des vidéos comme ça qu'on trouve par centaines sur Internet. Et l'idée, c'est donc de voir comment cet objet modèle, qui sont les chats, donc, va nous aider à mieux comprendre ce que c'est qu'un liquide. Donc en fait, si on essaye de catégoriser un peu ce qui nous entoure, donc c'est important de créer des catégories, c'est important aussi de continuellement remettre en question ces catégories. Et si, comme les physiciens le sont souvent, si on est très ambitieux et qu'on veut catégoriser tout ce qui nous entoure, en fait, il y a plusieurs systèmes qui sont possibles. Il y en a des bien connus, beaucoup sont dualistes, donc ils n'utilisent que deux catégories, moi et le reste du monde, le bien, le mal. Mais il y a aussi des systèmes de pensée qui admettent plus de catégories, trois. Donc par exemple, une bien connue qui répond au bien et au mal. 4, 5, et en fait on va voir un petit peu différents types de systèmes qui permettent de catégoriser un peu les objets qui nous entourent. Donc en fait, là où je voudrais qu'on débute, c'est dans l'Antiquité, il y avait un système qui a été très populaire, qui a généré beaucoup de débats, et qui encore aujourd'hui dans les fictions est assez populaire, on le verra. Et ce système, vous le connaissez tous, c'est le système des 4 éléments, donc la terre, le feu, l'eau et l'air. Et en fait, les états dont on va parler un peu plus tard, c'est un petit peu une résurgence de ces idées-là. Donc en fait, l'idée c'était quoi? C'était de dire, bon, on a plein de choses qui nous entourent, tu as toute une diversité de choses qui nous entourent, on va essayer de diviser ce qui nous entoure comme différents mélanges d'éléments fondamentaux. Et ces éléments fondamentaux que les Grecs avaient choisis, c'était la terre, donc le feu, l'eau et l'air. Et les gens, à l'époque, pouvaient dire des trucs du style, et en fait, on n'est pas très loin de là, même dans la science aujourd'hui, qu'un nuage, c'est un mélange d'eau et d'air. On pourra, et les gens le faisaient sans problème, dire aussi que la fumée, c'est une espèce de mélange entre du feu, de la terre, parce qu'il y a toute une espèce de poussière dans la fumée, et d'air. Donc en fait, ces 4 éléments, c'était un peu la base sur laquelle les Grecs ont réfléchi. Et en fait, dès le début, ce système il a été critiqué.
Et il a été critiqué de deux manières différentes. Et en fait, c'est un peu un thème qui va se poursuivre tout au long de la présentation. Il y a deux styles de critique. Donc on a un système, on a 4 catégories. On n'est pas très content des catégories qui ont été choisies. Et en fait, il y a un peu deux camps. Il y a le camp de ceux qui disent on veut moins de catégories. Et il y a le camp de ceux qui disent on veut plus de catégories. Donc dans le camp des on veut plus de catégories, il y en a un qui est très très connu, c'est Platon. Et lui, il disait, voilà, en fait, moi, je veux pas 4 catégories, j'en veux 5. Donc il ajoutait au feu, à l'eau, la terre et à l'air, l'éther. Et en fait, il y avait plusieurs raisons pour ça. Une raison, c'était très clairement religieuse, c'est-à-dire qu'en fait, l'éther, dans la mythologie grecque, c'est une substance qui était censée remplir l'espace entre la terre et puis, enfin, au-delà de la terre. Donc, même jusqu'au début du XXe siècle, c'est un concept qui a été utilisé en physique. Et il y avait aussi une deuxième motivation qui, elle, était plutôt d'ordre géométrique, c'est qu'en fait, Platon, il étudiait la géométrie, en particulier, il était intéressé par les polyèdres réguliers. Qu'est-ce que c'est les polyèdres réguliers? C'est les formes en 3 dimensions pour lesquelles toutes les faces, toutes les arêtes et tous les sommets sont identiques. Et il y en a un qui est bien connu, celui qui est en bleu là, donc c'est le cube. Il y a aussi le tétraèdre en orange. Et on va voir si ma mémoire est correcte. Donc il y a l'octaèdre en jaune, et puis le dodécaèdre en vert, qui a des faces pentagonales, 12 faces pentagonales, et en rose, l'icosaèdre, avec 20 faces triangulaires. Donc en fait, ce qu'il avait montré, et c'était remarquable du point de vue mathématique, géométrique, c'est qu'en fait, il n'y a que 5 polyèdres réguliers. Et ça, il l'avait montré de manière rigoureuse. Et du coup, en revenant vers les éléments, il s'était dit, bah voilà, il y a 5 polyèdres réguliers, et donc du coup, il y a 5 éléments. Donc c'était ça le raisonnement, c'est pas vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un raisonnement scientifique, mais ça a séduit beaucoup de monde, et donc après lui, beaucoup de gens préféraient regarder le monde non pas comme constitué à partir de 4 éléments, mais plutôt à partir de 5. Le truc, c'est qu'en fait, cette vision du monde, elle a été assez populaire dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, elle a duré longtemps, mais je dirais jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, les gens se sont mis à questionner cette approche, et en particulier les chimistes, en remettant en question ce dogme, ont généré, je pense, personnellement, je pense que c'est une des plus belles moissons de résultats scientifiques, quand ils se sont mis vraiment à creuser et à regarder si ces différents éléments n'étaient pas eux-mêmes constitués d'autre chose. Donc un exemple classique, mais que j'aime beaucoup, c'est celui de l'air. Donc il y a eu toute une série de recherches qui a été faite au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, sur ce qu'était l'air. Donc en fait, dans la vision des anciens, l'air c'était un élément, c'est-à-dire que c'était indivisible. On pouvait construire des mélanges à partir d'air et d'autres éléments, mais l'air lui-même n'était pas constitué d'autre chose. Mais déjà à la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, on avait commencé à se rendre compte qu'il y avait différents types d'air. Donc il y en a un en particulier qui avait été découvert, qui s'appelait l'air sylvestre, et qui est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le dioxyde de carbone, donc, qui est produit par combustion. Et il y avait toute une littérature autour de ces différents types d'air, l'air sylvestre étant un des premiers. Mais on le trouvait donc pour la combustion, donc c'était généré par la combustion, mais on avait déjà, au début du XVIIIe siècle, identifié que ce même type d'air se retrouvait aussi quand on mélange de la craie à du vinaigre, donc, ou du calcaire avec du vinaigre. Ça produit un gaz, et ce gaz, les gens déjà à l'époque avaient compris que c'était le même que celui qui était produit par combustion. En Angleterre, ce même type d'air était appelé l'air fixe. Donc on commençait à avoir toute une espèce de nomenclature des différents types d'air. Il y a eu aussi un autre type d'air qui s'appelait l'air inflammable, qui a été découvert par Cavendish, qu'on appelle, je vous dirai plus tard comment on l'appelle. Et en fait, malheureusement, je vais devoir vous passer toute l'historique de ces différents types d'air, parce que la liste est longue. Mais personnellement, je trouve ces mots, donc, qui faisaient complètement partie de la littérature scientifique de l'époque, très poétiques a posteriori, quoi. Entre autres, moi, mon préféré, c'est air d'acide marin. Je ne sais plus exactement à quoi il correspond, mais je trouve que tous ces termes nous racontent l'histoire de cette transition entre la vision en termes d'éléments et une vision chimique plus moderne.
Quand on regarde les titres de certains des ouvrages aussi de l'époque, on voit cette même transition entre deux systèmes de pensée. Par exemple ici, c'est passé un peu vite celui-là, traité chimique de l'air et du feu. Donc on voit bien, donc c'est 1775, donc c'est la fin du XVIIIe siècle. Et encore à l'époque, ces concepts des éléments anciens, ils étaient très présents, suffisamment présents pour être même dans le titre des ouvrages de cette époque-là. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est de l'action du feu animé par l'air vital sur les substances minérales les plus réfractaires. Donc là encore, en fait, même si on ne comprend pas bien en lisant de quoi il est question, je trouve que c'est poétique et ça raconte cette transition. Un autre qui est aussi très célèbre, c'est un ouvrage de Joseph Priestley, qui a été un personnage assez fascinant, impliqué dans la Révolution américaine, entre autres, et qui s'appelle Expérience et observation sur différentes espèces d'air. Et ce que toutes ces recherches, toutes ces personnes ont contribué à montrer, c'est qu'en fait, l'air lui-même n'était pas si élémentaire que ça. J'aimerais vous en dire plus, mais je préfère vous faire la pub pour un excellent bouquin que j'ai lu et qui m'a donné envie de parler de ça aussi ce soir. C'est The Invention of Air. Franchement, c'est tout un roman sur à la fois ces révolutions scientifiques, le début de la chimie moderne, et puis aussi les révolutions à la fois françaises et américaines. C'est vraiment fascinant. Ce qu'il faut retenir, c'est que à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, les éléments des anciens, ils avaient pris un peu un coup. Et en fait, l'acte de mort définitif de ce système de pensée, il est venu en plusieurs temps, mais entre autres avec deux découvertes majeures. La première, c'est qu'en fait, l'air normal, l'air qu'on peut respirer, il est en fait composé principalement de deux types d'air. Donc là, j'ai utilisé les termes de l'époque, l'air déphlogistiqué et l'air phlogistique. En fait, l'air phlogistique, il était aussi appelé, en particulier, je crois, par les anglo-saxons, l'air nuisible. Et aujourd'hui, on les appellerait l'oxygène et l'azote. Donc en fait, les chimistes de l'époque, ils avaient montré que on pouvait décomposer, séparer à l'intérieur de l'air normal, quoi, et on pouvait montrer qu'il était formé de sous-types d'air plus purs, dans des proportions bien précises. Et l'autre découverte majeure qu'ont fait les chimistes à cette époque, entre autres Cavendish, c'est de montrer que l'eau, un autre élément primordial pour les anciens, en fait, était aussi composé de substances plus pures. Donc, dans ce cas-là, de l'air déphlogistiqué, donc dioxygène, et de l'air inflammable, qu'on appelle aussi maintenant hydrogène. Et en fait, le terme hydrogène, c'est ça, c'est que c'est le gaz qui génère de l'eau. L'eau et gène la génération de l'eau. Donc c'est ce gaz qui avant était compris par l'intermédiaire de ses propriétés inflammables et qui à partir de ce moment-là a été aussi compris parce qu'il pouvait être combiné à de l'oxygène pour faire de l'eau. Donc dans l'Antiquité, on avait d'abord 4, puis ensuite Platon avait suggéré 5. Le problème, c'est que quand on commence à ajouter, c'est difficile de s'arrêter. Et en fait, avec la révolution de la chimie moderne, 18e et puis début du 19e, en fait, il y a eu une explosion de découverte d'un nouveau type d'éléments, des éléments chimiques, qui étaient différents de ceux des anciens. Et on est arrivé à un tableau que vous connaissez tous, qui est le tableau périodique des éléments, où il y a maintenant plus d'une centaine d'éléments. Donc on en avait 4, on en avait 5, et puis petit à petit, on s'est retrouvé avec cette vision. Donc je vous avais dit que il y avait la vision, il y avait le camp des plus, si vous voulez. Il y avait ceux qui, à partir de 4, disaient on veut plus d'éléments. Donc on avait d'abord fait 5, puis ensuite on est arrivé jusqu'au tableau périodique des éléments. Mais je vous ai aussi dit qu'il y avait un camp des moins, c'est-à-dire il y a de ceux qui pensent qu'il y avait moins de 4 éléments même déjà au début. Donc en fait, dans la science moderne, c'est reflété par le mouvement entre la chimie, donc les éléments chimiques,
et puis la physique des particules. Donc ici, on a le tableau périodique des éléments, ici, on a un autre tableau qui est celui des particules élémentaires. Et même si le lien entre les deux, c'est complexe, l'essentiel, c'est de retenir qu'il y a moins de choses dans le tableau en haut à gauche qui constituent ces éléments chimiques. Et donc, du coup, ça, c'est un peu un mouvement vers le moins, et c'est reflété, entre autres, dans ce cas-là. Mais en fait, ce mouvement vers le moins, il existe depuis le début. Donc, dès l'Antiquité, il y avait aussi cette volonté de réduire les catégories élémentaires. Donc, je vous ai parlé de Platon qui, lui, voulait aller dans l'autre sens. Mais même avant lui, et ses contemporains et un peu après, il y avait des partisans assez connus de moins. Et entre autres, il y avait des partisans de juste un élément. Donc Thalès, il était connu pour favoriser l'eau, donc il aimait bien l'eau, et il disait que tous les autres éléments étaient construits à partir de l'eau. Anaximène, lui, disait c'est l'air, en fait. Donc tous les autres peuvent être faits à partir de l'air. Si on repense à ce que j'ai dit sur la chimie moderne, c'est en fait assez... La chimie moderne, en disant que l'eau, par exemple, était constituée à partir de gaz, était un peu dans cette veine. Il y avait aussi un autre très connu, Héraclite, qui lui disait, voilà, en fait, tout est constitué à partir du feu. Ce que je voudrais retenir, c'est pas la préférence de l'un ou de l'autre pour un élément en particulier, c'est le fait que, enfin, c'est ce qu'a souligné Héraclite, c'est l'importance en fait du changement et du mouvement plutôt que de la forme et de la structure des choses. Donc Platon était très intéressé par la forme, la géométrie, et il associait les éléments à une forme particulière. Et ensuite, plus tard, les gens qui ont poursuivi ce type de pensée à même une forme, une structure microscopique, alors que Héraclite, lui, il disait, voilà, ce qui est important, c'est plutôt les transitions entre un état et un autre, entre un élément et un autre. Et donc, du coup, il mettait l'accent sur le changement et le mouvement plutôt que sur la forme et la structure. Donc, il mettait l'accent sur le temps. Et une formule, en fait, j'ai regardé ça l'autre jour, je ne savais pas, mais pentachoréie, donc qui veut dire tout bouge. C'est comme ça que citait, quand Platon parlait d'Héraclite, qui a vécu 2 siècles à peu près avant lui, quand il parlait d'Héraclite, c'est cette citation qu'il utilisait. Et puis plus tard, au VIe siècle de notre ère, celle qui a été ensuite beaucoup plus populaire, c'est Pantarei, donc tout s'écoule. Donc ça, c'est quelque chose qui, a priori, Héraclite a soit dit, soit au moins inspiré. Et c'est devenu aussi la devise de l'aréologie, dont je vais vous parler maintenant. Donc, Pantarei, rei, c'est s'écouler. Cette racine grecque, elle se retrouve dans différents mots de la langue française. Certains assez courants, parfois trop. Il y a aussi un autre mot, et j'espère que cette conférence n'en sera pas un exemple, c'est la logorée. Donc logorée, c'est un flot de paroles, quoi, quand on ne s'arrête pas. Et si on fait le symétrique de ce mot, logorée, on trouve rhéologie. Donc rhéologie, ce n'est pas un flot de paroles, ou en tout cas on n'espère pas, c'est un discours sur l'écoulement, sur les écoulements. En fait, c'est le cadre qui va nous permettre de revenir à la question de cette conférence, qui est les chats sont-ils liquides? Donc en fait, si on reprend cette question et qu'on la reformule d'un point de vue plus contemporain, disons, ou un peu scientifique, on va demander quelle est la rhéologie des chats. Donc on avait ces éléments et on a vu comment les chimistes ont détruit ce système de pensée. Mais il est resté en fait cette volonté de vouloir réduire le nombre de catégories essentielles. Et face au tableau périodique des éléments avec tous ces différents éléments, il y a eu une espèce de revival du système des éléments classiques dans les concepts d'état. Donc en fait, les concepts d'état, vous les connaissez, les états classiques, solides, liquides et gaz. Et en fait, l'idée ici, ce n'était pas de s'intéresser à la structure, à la forme des choses microscopiquement. L'idée, c'était de définir des catégories qui pourraient s'établir par rapport à la façon dont ces solides, ces liquides et ces gaz se comporteraient à grande échelle. Donc on va regarder comment est-ce que ces catégories changent et comment est-ce qu'elles se comportent dans le temps. Et les définitions classiques, vous les connaissez. Un solide, c'est un objet qui va maintenir sa forme.
et son volume. Donc en fait, si on a une boule solide en rouge, qu'on l'a dans un conteneur, dans un contenant qui est circulaire, qu'on la met dans un contenant carré, la boule ne va pas changer. Si par contre on a un liquide, le liquide il va maintenir son volume, mais il va adapter sa forme. Donc dans ce cas, on change d'un contenant qui est circulaire, on le met dans un contenant qui est carré, et le liquide il prend la forme du contenant. Et le gaz, c'est celui qui est le plus versatile, il va à la fois changer sa forme et son volume. Donc c'est ça les définitions classiques encore aujourd'hui de ces trois catégories. Mais vous vous en doutez probablement, ces trois catégories, solide, liquide, gaz, ne sont pas débarrassées de toutes les critiques qui étaient faites aux éléments. Et en particulier, il reste cette espèce de dialogue entre les partisans du plus et les partisans du moins. Dans les partisans du plus, l'approche la plus classique aujourd'hui, elle consiste à ajouter un quatrième élément, le plasma, qu'on va retrouver dans les éclairs, dans les tubes néons, dans plein d'applications industrielles. Et en fait, c'est une division en 4 catégories qui a émergé dans les années 50 à la suite des travaux qui étaient faits sur le nucléaire. Et ça a assez bien colonisé l'esprit. Donc en fait, quand on regarde les bouquins sur Internet, cette division en 4 états, elle est assez populaire. Le problème, c'est que c'est comme avant, en fait. Si on se met à ajouter des catégories, on a envie d'en ajouter d'autres. Donc dans les partisans du plus, il y a aussi ceux qui vont dire, par exemple, que le verre, c'est un solide qui est bien différent d'un solide cristallin, par exemple, et donc du coup qui mérite d'être élevé en tant qu'état de la matière. On aura aussi les cristaux liquides. Un autre, j'ai vu ça sur Internet, je ne suis pas du tout expert, des espèces de phases de copolymères. Il y a tout un tas aussi d'états qui sont liés au magnétisme, donc les aimants, etc. On a les supraconducteurs, dont on sait maintenant, depuis l'introduction, que ça permet aussi de faire léviter des grenouilles, pas que des petits aimants. Et en fait, la liste est longue, c'est-à-dire que je m'arrête là parce que c'est un débat qui est toujours en cours, de savoir combien il y a d'états quand on prend les choses sous ce point de vue-là. Et chacun va prendre son système et donner des arguments qui vont permettre de justifier pourquoi est-ce que ça devrait être un état au même titre que les autres qui sont déjà cités ici. Donc en fait, on avait 3 états classiques. Si on va vers plus d'états, on est entraîné dans cette progression vers de plus en plus, ajouter de plus en plus. Et à chaque fois qu'on rajoute à chaque fois qu'on ajoute à cette liste d'états différents, en fait, l'accent est de plus en plus mis sur la structure. C'est-à-dire quand on prend le verre et qu'on dit que le verre est un état séparé d'un solide cristallin, pour pouvoir faire cette différence, on va devoir regarder microscopiquement la structure du matériau. Et donc, plus on va ajouter de ces catégories, en général, plus on va aussi mettre l'accent sur la structure microscopique. Il y a une autre approche qui met plutôt l'accent sur les transformations. Donc ça, c'est un peu dans la traduction héraclite. Et on dira par exemple qu'on peut passer d'un solide à un liquide. Donc un glaçon peut fondre et donner de l'eau liquide. On aura aussi le passage inverse. Donc on peut passer d'un liquide à un solide. Donc là, normalement, on a un verre d'eau qui est mis à température, j'imagine, très froide. Et donc du coup, progressivement, l'eau devient solide. On a aussi l'ébullition. Donc ça, on connaît bien, c'est la casserole. On peut passer aussi dans l'autre sens, la liquéfaction. Donc ça, si on a un verre d'eau froide, on verra par exemple qu'une partie de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air va pouvoir se condenser, former des petites gouttelettes sur le verre. Donc on passe de gaz à liquide. On peut aussi passer directement de gaz à solide. Donc ça, on peut le voir sur les pare-brises parfois. La vapeur d'eau qu'il y a dans l'air va pouvoir se transformer directement en glace. Et puis, on peut aussi faire le chemin inverse, donc passer de solide à gaz, c'est la sublimation. Donc ça, c'est quand en montagne, par exemple, une partie de la neige disparaît, une partie de la glace ou de la neige disparaît, non pas parce qu'elle fond, elle se transforme en liquide, mais parce qu'elle se met directement dans l'air en forme de vapeur.
Donc l'étude de toutes ces transformations, de solide à liquide, de liquide à gaz, etc., etc., ça c'est le cœur de la thermodynamique. Et en fait, l'accent, il est mis sur la transformation, sur le changement, mais l'existence de ces états séparés n'est pas remise en question. Donc en fait, c'est un peu ça va dans l'école de la transformation plutôt que de la structure, mais ce n'est pas vraiment la philosophie du moins dont on parlait plus tôt, quoi. Et derrière la thermodynamique, il y a le concept de température. En fait, tout ce dont je vais vous parler par la suite, ça considère que la température elle reste constante, donc du coup ces transformations, elles n'ont pas lieu. Donc là, on se retrouve à peu près au 19e siècle, et il y a ces catégories qui ont été établies. Il y a les transformations entre ces catégories qui ont été bien définies par la thermodynamique, mais il a émergé aussi à ce moment-là une autre façon de penser qui à la fois met l'accent sur la transformation, mais qui aussi essaye de réduire le nombre de catégories, ce que ne faisait pas la thermodynamique. Donc il y a une notion, entre autres, qui a émergé au XIXe siècle, c'est celle de fluide. Donc le fluide, c'est quoi C'est ce qui va englober à la fois les liquides et les gaz. Et donc en fait, dans cette vision, dans cette façon de penser les choses, ce sur quoi on va mettre l'accent, c'est plutôt les points communs entre liquide et gaz, plutôt que les différences. Et on pourra par exemple étudier les similarités qu'il va y avoir entre le rond de bulle qu'on fera si on est en plongée par exemple. On voit parfois des ronds de bulles qui se forment quand on éjecte de l'air, et les ronds de fumée qu'on verra au-dessus des volcans parfois, ou alors juste avec une cigarette. Donc en fait, l'idée de cette approche, qui est liée à l'hydrodynamique et à l'aérodynamique, c'est d'essayer de masquer les différences dans certaines circonstances entre un liquide et un gaz, en soulignant que à la fois le liquide et le gaz peuvent changer leur forme, et on oublie l'aspect volume. Donc on peut aussi essayer de faire ça pour les solides et les liquides. Et les solides et les liquides, je ne sais pas si vous vous rappelez les définitions classiques que j'ai données tout à l'heure, mais à la fois le solide et le liquide maintient son volume. Donc on peut souligner cet aspect-là, et les gens à partir du 19e siècle ont construit plusieurs systèmes basés sur la notion d'incompressibilité. Donc on dira que le solide et le liquide sont incompressibles, et donc une partie de leur comportement sera similaire justement parce qu'ils ne peuvent pas changer leur volume. Donc tous ces développements, la notion de fluide d'abord et ensuite la notion d'incompressibilité et de compressibilité, ils ont eu lieu au 19e siècle, ils ont eu lieu avant l'avènement de la rhéologie, qui est une science en fait assez récente puisqu'elle a à peu près un siècle. Donc en fait la rhéologie, elle s'est construite sur tout ce contexte-là et elle a donné une autre façon de regarder la proximité entre liquide et solide. Donc elle part de ce contexte avec les états classiques de la matière, avec la thermodynamique et les changements qui peuvent exister de l'un vers l'autre. Elle se dit, voilà, on ne change pas la température, donc on ne va pas avoir d'évaporation, on ne va pas avoir de liquéfaction, etc. On regarde juste des matériaux à température constante, et on va essayer de regarder s'il n'y a pas des proximités entre solide et liquide. Et en fait, le point de départ est en fait la notion la plus importante à retenir, je pense, ce soir, c'est la rhéologie, elle revient sur la définition, mais elle met l'accent sur quelque chose de différent. Donc la définition, je la rappelle ici, c'est un liquide va maintenir son volume, mais adapter sa forme. Donc on peut imaginer par exemple que dans l'image de gauche, on a un ballon de baudruche qui est rempli d'eau, puis au début, on perce le ballon de baudruche et ensuite l'eau remplit le conteneur. Ce qui est important et ce qui est souligné par la rhéologie, c'est qu'en fait, adapter sa forme, c'est une action. C'est-à-dire que ça ne va pas se produire instantanément. On ne va pas passer de l'image de gauche à l'image de droite immédiatement. Et qu'il va y avoir tout un procédé qui va aller de l'un vers l'autre. Donc en fait, c'est ça le point de départ de la rhéologie, c'est que adapter sa forme, et donc du coup être ou non un liquide, va dépendre du temps et du temps qu'on est prêt à attendre avant de répondre à la question. Donc si on répond à la question tout au début, on vient juste de percer le ballon de baudruche et on prend une photo instantanée, on va avoir une espèce de boule d'eau suspendue et on va pouvoir dire oh bah, ça ne change pas sa forme, donc c'est solide.
Mais si on attend suffisamment longtemps, pour l'eau et le ballon de baudruche, ça ne va pas être très très longtemps, ça va se répandre et ça va remplir le contenant. Donc en fait, l'idée c'est que derrière ce procédé-là, qui est adapter sa forme, il y a un temps, et ce temps, ça devient l'objet d'étude de la rhéologie. C'est-à-dire que la question, c'est plus de savoir si quelque chose va être liquide ou solide, la question c'est de savoir combien de temps ça prend pour cet objet, pour qu'il adapte sa forme. Donc ce temps, le terme technique, on n'aurait pas pu mieux choisir, quoi, c'est temps de relaxation. Donc je trouve que s'il y a quelque chose, juste un terme technique à retenir ce soir, c'est ça, c'est que les rhéologues passent leur temps à parler du temps de relaxation. Et c'est là où on peut revenir à nos chats, c'est que un liquide, on l'a vu, c'est un matériau qui va adapter sa forme à son contenant. Quand on regarde ce type de photo, et c'est ça qui m'avait attiré l'attention, qui avait attiré mon attention quand j'avais vu ce genre de photos sur Internet, c'était ces photos-là, et puis le titre, un matériau qui adapte sa forme à son contenant est liquide, les chats sont-ils liquides? Donc ici on voit un chat qui adapte sa forme à un carton, on voit un chat qui adapte sa forme à un évier, on voit un chaton qui adapte sa forme à un verre de vin. Mais dans d'autres circonstances, les chats, ils n'ont pas du tout l'air liquides. Donc en fait, la question, c'est plus les chats sont-ils liquides, c'est quel est le temps de relaxation des chats. C'est ça, on a évolué dans la façon dont on approche le problème, et maintenant c'est cette question qui va nous intéresser. Donc en fait, on a deux possibilités. C'est-à-dire qu'on a un temps de relaxation, et ce temps de relaxation, il dépend du chat, il dépend d'autres conditions qu'on aimerait déterminer. Si le temps d'observation T est plus petit que le temps de relaxation taux de l'animal, l'animal il va apparaître plutôt solide que liquide. Si au contraire, le temps est plus grand que le temps de relaxation, si on attend suffisamment longtemps, alors le chat va être plutôt liquide que solide. Voilà, c'est évident maintenant. Je pourrais m'arrêter là. Donc en fait, la question que les rhéologues se posent, c'est pas est-ce qu'un matériau est solide ou liquide, c'est quel est le temps de relaxation et de quoi ce temps de relaxation il dépend. Donc ici, on voit un autre exemple que j'ai trouvé sur Internet, un chat qui rentre dans un bocal. Ça lui a pris un certain temps, et c'est de ce temps-là qu'il est question, quoi. Une autre image que j'aime beaucoup, c'est ici, on a deux chats, en supposant qu'ils ont été mis dans la boîte, dans leur contenant au même moment, on a quand même l'impression qu'il y en a un qui est beaucoup plus relax que l'autre. Donc ça veut dire quoi si on traduit ça en termes de rhéologue? C'est que le temps de relaxation du chat 107, le blanc à gauche, il est plus court que le temps de relaxation, a priori, du chat à droite. Donc ça a été très bien dit en introduction, les rhéologues, ils disent tout c'est cool, ils suivent la maxime d'Héraclite, Pantarei, et donc du coup, à la fin, est-ce qu'on se retrouve qu'avec une seule catégorie? On a l'impression que en répétant ce qu'avait dit Héraclite, et cette phrase, elle est même la devise officielle de la Société de rhéologie, si on suit cette voie, on va se retrouver à avoir plus qu'une seule chose. Donc, si on ajoute des catégories, on a vu que les catégories se multiplient et on se retrouve à avoir des tonnes de choses. Si au contraire, on dit tout c'est cool comme les rhéologues ou comme Héraclite, on se retrouve avec une seule catégorie, c'est-à-dire que tout est un fluide plus ou moins prône à adapter sa forme et son volume. Et en fait, comme il a été très bien dit, les rhéologues, ils voient que tout... attendez, je l'ai passé un peu vite, celle-là. Pour les rhéologues, tout s'écoule. Et donc, en fait, ici, on a une image d'un glacier. Et dans ces conditions, en fait, on voit bien qu'il y a une espèce d'écoulement, c'est-à-dire qu'on voit bien que la glace du glacier s'écoule dans la vallée et puis même sur l'eau, a priori sans qu'elle fonde vraiment. Donc, on voit une autre image ici du même phénomène. On a des glaces qui sur des temps qui sont courts vont être solides, c'est même l'exemple que j'avais donné du solide au tout début, mais qui, si on attend des mois, des années,
et les gens l'ont fait, en fait, ils ont pris des vidéos de ce type de, d'écoulement de la glace dans les vallées pour les glaciers. On voit bien que la glace elle-même, qui était l'exemple type du solide, va s'écouler. Un autre exemple, parce que vraiment toutes ces images, je les aime beaucoup, donc je vous en donne une autre, voilà. On a beaucoup d'aspects du fluide qui nous sont donnés juste par une image, et pourtant on peut marcher sur la glace, quoi. Un autre exemple que les rhéologues aiment beaucoup, c'est l'asphalte. Donc en fait, l'asphalte, même, on a vu surtout avec le réchauffement climatique, ça, quand il fait chaud, l'asphalte elle peut fondre, et donc du coup elle va s'écouler parce qu'elle a fondu. Mais même dans des conditions, dans des pays où il fait tout le temps froid, s'il y a de la pente en particulier, l'asphalte au bout d'un certain temps, elle va se mettre à... enfin, c'est pas qu'elle va se mettre, c'est qu'elle s'écoule très petit à petit, et au final on se retrouve avec des structures qui sont comme ça. Et pourtant l'asphalte, si on prend un marteau et qu'on donne un coup sur un morceau d'asphalte, ça se casse en 1000 morceaux comme du verre. Mais si on est suffisamment patient, et c'est ça un peu l'accent qui est mis par les rhéologues, c'est sur la patience, et bien en fait même l'asphalte, elle va s'écouler. Donc ici ce qu'on a, c'est une expérience qui a le record, je crois, de l'expérience continue la plus longue, donc elle a presque 100 ans maintenant. C'est une expérience qui a été faite à l'université, enfin qui est toujours en cours à l'université de Queensland, je crois, en Australie. Donc ce que les gens ont fait à l'époque, ils sont décédés depuis, hein, mais ils ont pris de l'asphalte chaude. Donc l'asphalte chaude, elle est suffisamment fluide. On l'a vu, hein, quand les gens mettent de l'asphalte sur les routes, ça se déverse. Ils ont mis de l'asphalte chaude dans un entonnoir qui était fermé. Ils ont attendu que l'entonnoir se refroidisse. Donc là, l'asphalte s'est solidifiée, entre guillemets. On donnerait un coup de marteau dessus, elle se casserait, comme dans l'exemple d'avant. Et ils ont ouvert l'entonnoir, et ensuite ils ont regardé comment, très petit à petit, une goutte se forme, puis tombe dans le bécher qui est en dessous. Il y a une goutte qui tombe tous les 10 ans. Donc ça vous donne une idée de la patience des gens qui ont mis en place cette expérience. Et ils ont, je crois qu'il y en a un de manière posthume du coup, et puis un autre plus récent qui a eu le prix Ig Nobel en 2005 pour cette expérience. Je vais vous montrer un film aussi qui est sympathique. C'est en accéléré, la dernière goutte qui est tombée, donc je ne me rappelle plus exactement la date. Donc on voit que ça tombe progressivement, mais ce qui est important aussi, c'est ça, c'est l'horloge dans le background. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous donne l'idée du temps que cette goutte a mis pour se casser. Déjà, il a fallu tout le temps pour qu'elle sorte de l'entonnoir, qu'elle se forme, qu'elle s'étire, et ensuite qu'elle se casse. Et là, c'est vraiment les derniers instants, et ça a pris des jours et des jours et des jours et des jours. Donc Pantarei, tout s'écoule. On pourrait croire donc qu'on n'a plus qu'une seule catégorie. Et j'en remets une couche, puisque ça a été évoqué en introduction. Même les montagnes s'écoulent pour les rhéologues. Donc dans certaines circonstances, dans certains paysages, on a cette intuition, on a l'impression que les montagnes se déforment, que même parfois on a l'impression qu'elles déferlent. Donc je vous ai donné juste quelques exemples de ce type de paysage. Et en fait, ça me permet d'introduire une notion qui est importante pour les rhéologues, et aussi de citer la Bible, ce qui se fait rarement quand même en conférence scientifique. C'est « les montagnes s'écoulent devant l'Éternel ». Donc c'est une citation de Déborah dans la Bible, et c'est une citation qu'a choisi en particulier Marcus Rainer, qui est un des pères fondateurs de la rhéologie, pour développer un concept que je vais vous expliquer, c'est en quelques mots. Donc l'idée c'est quoi? C'est que même les montagnes, donc on a vu les glaciers, mais même les montagnes s'écoulent si on leur laisse suffisamment de temps. Et ce qu'il faut donc comparer, c'est le temps qu'on est prêt à attendre et le temps de relaxation que j'ai défini tout à l'heure. Donc si on revient au chat, tout à l'heure je disais, si on a un temps de relaxation qui est plus grand que le temps qu'on est prêt à attendre, alors on va être plutôt solide. Et si on a un temps de relaxation qui est plus petit que le temps qu'on est prêt à attendre, alors on va être plutôt liquide. Les scientifiques font toujours les choses de manière un peu bizarre. Donc du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont définir le rapport entre le temps de relaxation et le temps d'observation. Ce rapport, ils vont lui donner un nom grandiose, qui est le nombre de Déborah.
Et du coup, on ne dira pas il faut que le temps de relaxation soit plus petit ou plus grand que le temps d'observation, on dira il faut que le nombre de Déborah soit plus grand ou plus petit que 1. À partir de là, on a le nombre de Déborah et on a l'impression donc que tout s'écoule, on n'a plus qu'une catégorie. Donc évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis le début de la rhéologie et le développement de ces concepts de fluide un peu universel, de tout s'écoule, de nombre de Déborah, c'est l'émergence de sous-catégories. Et donc du coup, on voit à nouveau ce dialogue entre le plus, enfin le moins et le plus. Et donc c'est de ces nouvelles catégories que je vais vous parler maintenant pour finir, quoi. Une catégorie importante que les rhéologues ont définie au XXe siècle, c'est la catégorie de rhéofluidifiant. Donc qu'est-ce que c'est qu'un matériau rhéofluidifiant? C'est un matériau qui va se fluidiser au fur et à mesure qu'on le déforme. Donc ici, l'exemple, c'est quoi? C'est on va déformer le chat, et le chat, ça va aider le chat à se relaxer, quoi. Donc son temps de relaxation va décroître à mesure qu'on le déforme. L'exemple inverse, et qui est aussi illustré pour certains chats, c'est le réoépaississement. Donc cette fois-ci, on va déformer le chat, et il ne va pas du tout se relaxer, quoi. Il y a une autre catégorie qui est aussi beaucoup étudiée, et on en a beaucoup parlé la semaine dernière et cette semaine, c'est le fluide à seuil. C'est-à-dire que le fluide à seuil, le ketchup, c'est un exemple classique. Il va pas, si on tourne la bouteille de ketchup, le ketchup ne va pas tomber. Il faut lui donner un coup, et là, il va commencer à tourner. Donc on dit qu'il faut qu'il y ait une contrainte seuil. Il va y avoir une contrainte seuil au-delà duquel le fluide s'écoule. Et ici, on a un exemple pour un chat. Si c'était un fluide sans seuil, la bouteille est mise sur le côté, il devrait s'écouler. Et ici, c'est vraisemblablement pas le cas, donc on imagine qu'il y a des similarités avec le ketchup. Une autre catégorie qui est beaucoup discutée, on en a discuté aussi pendant cette école, c'est tout un tas d'effets de surface. C'est-à-dire que on a bien vu ici pour les chats, il y a des trucs quand même bizarres. C'est-à-dire que ce chat-là, il a l'air d'être complètement relaxé, alors que le substrat, on dira en termes techniques, quoi, il n'a pas l'air du tout accueillant, quoi. Et au contraire, on pourra avoir des chats qui grimpent sur des rideaux. Il y a tout un éventail de possibilités. Donc on revient pour finir à la définition et on met l'accent sur un autre mot encore de cette définition. Au début, on est parti sur un fluide, un liquide. Maintenant, on a un fluide. Le fluide adapte sa forme à celle de son contenant. Donc en fait, il y a aussi une notion de relation entre ce qui est contenu et ce qui est le contenant. Et les rhéologues ont construit tout un type de sous-catégories, dont je vous en ai donné quelques exemples, basés sur la façon dont le contenant et le contenu interagissent. C'est-à-dire que je vais pousser le chat, ou je vais caresser le chat, est-ce que ça va le relaxer? Je vais le pousser, est-ce qu'il va me mordre? C'est comment est-ce que le contenu interagit avec le contenant. Donc entre autres, on va pouvoir déformer le contenant et on va se demander comment est-ce que ça va influencer la relaxation ou la fluidification, si vous voulez, du contenu. Donc en fait, ce que les rhéologues font, c'est qu'ils ajoutent un autre axe. Donc on a le nombre de Déborah, que maintenant je pense qu'on comprend bien, c'est cette comparaison entre le temps de relaxation et juste le temps qu'on est prêt à attendre. Et il y a un autre axe qui lui a été initié par un autre père fondateur de la rhéologie qui s'appelle Carl Weissenberg, et qui s'appelle du coup le nombre de Weissenberg. Et lui, il ne compare pas le temps de relaxation et le temps qu'on est prêt à attendre pour savoir si l'objet est solide ou liquide. Il va comparer le temps de relaxation à un temps que j'ai appelé T', qui est un temps qui est lié au taux de déformation, qui est l'inverse du taux de déformation que le contenant exerce sur le contenu. Et alors du coup, on va avoir tout un éventail de possibilités, plus sur un axe, mais dans un plan. On va pouvoir se demander qu'est-ce qui se passe quand non seulement on attend longtemps, mais en plus on caresse le chat. On va savoir si il est plus ou moins fluide. Et ici, l'exemple est donné pour les chats, mais ça s'applique à tous les matériaux. Et on pourra regarder, voilà, si on fait des déformations plus importantes, si on fait des taux de déformation plus importants, est-ce que le comportement du chat va rester le même ou est-ce qu'il va un petit peu réagir? Donc on va laisser la vidéo se faire parce que ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc on commence à déformer. Et là, non, c'est pas...
Voilà. Donc, donc ça, j'ai essayé de construire la présentation vraiment pour les gens qui nous rejoignent, pas pour les gens qui participent à cette école. Mais ça, c'est un petit jeu de mots pour ceux qui participent à cette école. C'est que le terme technique pour ce type de diagramme, c'est Pipkin diagramme. Mais je pense que pour les chats, on peut appeler ça Perkin diagramme, puisque purr, c'est ronronner en anglais. Donc il existe également en fait toute une région pour lesquelles on va avoir à la fois des nombres d'Ebora qui vont être grands et à la fois des nombres de Weissenberg qui vont être grands, donc des fortes déformations. Euh, mais j'aurais bien voulu vous donner des exemples de cette zone. Mais déjà, pour plein de matériaux, et j'ai repris ce graphe d'un cours de la semaine dernière. Enfin, j'ai un peu arrangé, quoi. Pour beaucoup de matériaux, on ne sait pas encore exactement, on ne comprend pas exactement ce qui se passe dans cette zone. Et puis, pour les chats, de toute façon, j'aimerais pas m'y aventurer, puisque ça voudrait dire se créer des problèmes auprès des organismes de protection des animaux, ce que je souhaite absolument pas. Donc, je pense que sur ce dernier diagramme qui nous représente un petit peu tout l'éventail des comportements qu'on pourrait imaginer, deux notions. La première, et je pense qu'est peut-être l'essentiel à retenir, c'est ce nombre de Déborah, c'est-à-dire cette transition où on comprend que liquide égale, les états de la matière en fait dépendent du temps qu'on est prêt à attendre pour les observer. Et le nombre de Weissenberg, si vous voulez vraiment frimer, quoi. Mais voilà, c'est l'importance de la patience, mais vu que je ne veux pas abuser de la vôtre, je vais m'arrêter là.